Chapitre 4 de l'histoire de la mère Michel et de son chat. Le chat de la mère Michel déploie une intelligence au-dessus de son état et se montre fort dans l'adversité. Nous avons perdu de vue Moumout au moment où, précipité du haut du pont Notre-Dame, il se débattait dans les flots. Par bonheur pour lui, les piles de l'arche principale avaient un rebord assez large auquel il put s'accrocher. De là, il promena ses regards autour de lui. La scène lui parut un océan sans bornes. Il crut au-dessus de ses forces de la traverser. Plutôt que de chercher des rivages qui lui semblaient devoir fuir devant lui, il préféra demeurer à sa place au risque d'y périr de faim ou de froid, ou d'être enlevé par une vague. Il miaula d'abord en signe de détresse, mais bientôt, se croyant perdu sans ressources, il jugea inutile de se fatiguer la poitrine et attendit les événements avec la résignation qui faisait la base de son caractère. J'en perds mes notes. Vers 5 heures du matin, 2 rentiers de l'île Saint-Louis, très grands amateurs de la pêche, vinrent jeter leur ligne de fond en haut du pont Notre-Dame. « Vous êtes matinal, voisin Guignolet, » dit celui qui était arrivé le dernier. « Il paraît que nous avons eu tous les deux la même idée. »« Et nous avons bien fait, voisin Croque-Mouche. Il y a eu de la crue cette nuit. Les poissons descendent en masse de la Haute-Seine et il faudrait être horriblement maladroit pour n'en pas prendre. Voulez-vous conclure un accommodement, voisin Guignolet? Pêchons de concert, partageons le butin et déjeunons ensemble aujourd'hui. Top, dit monsieur Guignolet. Et comme tous deux tenaient leur ligne de la main droite, ils se frappèrent réciproquement dans la main gauche afin de sceller le traité. Moumout, en voyant descendre ces 2 lignes, avait conçu quelque espérance. Aussitôt qu'elles furent à sa portée, il s'y cramponna et les pêcheurs, sentant un poids inaccoutumé, crièrent à la fois « Sa mort, sa mort !» puis se hâtèrent de tirer les ficelles. « Je parie que j'ai pris un barbillon, » dit M. Guignolet, avec le regret de ne pouvoir se frotter les mains pour témoigner sa satisfaction. « Je dois avoir une grosse carpe, » répartit M. Croque-Mouche. À peine avait-il achevé sa phrase que Moumout sauta sur le parapet. « Trahison !» dirent les 2 pêcheurs. Ils se mirent à la poursuite du quadrupède, si miraculeusement sorti des eaux. Mais il courait plus vite qu'eux et leur échappa sans peine. Dès qu'il fut seul, il reprit haleine, examina les maisons, et n'en trouvant pas une qui ressemblât à la sienne, il conclut naturellement qu'elle n'y était pas. Il fallait pourtant qu'il se procurât un gîte. Grelottant de froid et haletant de sa course, il ne pouvait rester une minute de plus dans la rue sans s'exposer à une fluxion de poitrine. Guidé par la clarté d'un four, il pénétra dans l'atelier souterrain d'un boulanger, se cacha derrière une pile de corbeilles à pain et s'y assoupit paisiblement. Il fut réveillé par la faim. Moumout était né de parents pauvres qui l'avaient abandonné dès sa plus tendre enfance. Il avait été élevé dans la rue, contraint de pourvoir lui-même à sa subsistance, formé à l'école du malheur. Aussi connaissait-il à fond l'art de prendre les rats et les souris, art utile, trop souvent négligé par les chats de bonne maison. Il se mit aux aguets et surprit une souris qui était sortie de son trou pour manger la farine. Il se précipita sur l'imprudente en décrivant ce que les géomètres appellent une parabole
et lui mordit le museau pour l'empêcher de crier. Cette chasse, quoique conduite avec adresse et en silence, attira l'attention d'un jeune mitron. « Tiens, un chat !» s'écria l'apprenti en s'armant d'une pelle. Le maître boulanger tourna les yeux du côté de Moumoute, le vit occupé à manger la souris, et dit au jeune mitron: « Ne lui fais pas de mal, tu vois bien qu'il nous rend service. » « Mais d'où diable sort-il ?»« Que t'importe pourvu qu'il soit utile ici, » répliqua le boulanger, qui était un homme assez éclairé et avait poussé ses humanités jusqu'en 4e. « Mange, mange, mon ami, poursuivit-il en se baissant doucement pour caresser Moumoute. Croque le plus de souris possible, il en restera toujours trop. Notre chat profita de la permission qui lui était accordée. Après s'être rassasié, il voulut sortir pour chercher l'autel de la grenouillère, mais le boulanger lui barra le passage. « Un instant, dit-il, j'avais besoin d'un bon chat. Le ciel me l'envoie, et je ne me pardonnerai pas de le laisser échapper. Holà, Jacques, ferme avec soin toutes les ouvertures, et si ce drôle fait mine de se sauver, applique-lui 3 ou 4 bons coups de balai. » Ainsi, l'hôte de Moumoute devenait son tyran. Tant il est vrai que l'intérêt personnel déprave les meilleures natures. Notre chat, comme s'il eût compris ce qui se passait, sauta sans hésiter sur les épaules du mitron et de là sur la voie publique. Un nouveau danger l'attendait. Surpris de son apparition inattendue, un énorme bulldog se mit en arrêt devant lui. Moumoute eût vivement désiré esquiver une lutte désavantageuse, mais le chien le couvait des yeux, ne perdait pas un de ses mouvements, allant à droite quand Moumoute allait à droite, à gauche quand Moumoute allait à gauche, et grognant toujours d'une voix menaçante. Tous deux se tinrent un instant en observation. Le bulldog, les pattes tendues, les dents serrées, le corps en arrière, le chat, la gueule ouverte, le dos hérissé, la tête basse et penchée en avant. Aucun d'eux ne semblait disposé à entamer les hostilités. Enfin, le chien se rue sur l'adversaire. Mais celui-ci l'évite adroitement, passe par-dessus et se sauve dans la direction du quai. Le bulldog lui donne la chasse. Ils partent. Ils percent la foule des passants. Ils se faufilent entre les voitures. Par un esprit naturel d'imitation, les chiens errants qu'ils rencontrent les suivent à la file, si bien qu'au bout d'1 minute, l'infortuné Moumoute en a plus de 37 à ses trousses. « Je suis perdu, se dit-il, mais du moins je vendrai chèrement ma vie. » Il s'accule contre un mur, se dresse fièrement sur ses pieds, grinçant des dents, le poil hérissé, il contemple ses nombreux ennemis d'un œil si terrible que tous reculent comme un seul homme. Profitant de leur incertitude, Moumoute se retourne tout à coup et monte le long de la muraille. Il est promptement hors de la portée des chiens. Mais il n'est pas encore sauvé. S'il fait un faux pas, si ses forces l'abandonnent, si le plâtre se détache sous ses griffes, 20 gueules béantes, avides de carnage, sont là pour l'engloutir dans sa chute. Cependant, la mère Michel avait passé la nuit à gémir. Elle ne pouvait se consoler du départ de Moumoute. Elle l'appelait sans cesse d'une voix plaintive et, s'il faut en croire la chanson populaire, on l'entendait crier par la fenêtre « Qui est-ce qui me le rendra ?» Le matin, au lever de la riante aurore, le perfide Lustucru se présenta à la mère Michel pour lui dire « Eh bien, ma chère camarade, l'avez-vous trouvé ?»« Hélas, non, murmura-t-elle. Savez-vous quelque chose sur son compte ?»«
Rien de positif, répliqua le maître d'hôtel qui voulait tourmenter la pauvre femme. Mais j'ai rêvé de lui toute la nuit. Il m'est apparu en songe, la figure blême, l'air défait, comme un chat qui ne se porte pas bien. En quel endroit était-il? Il m'a semblé qu'il était dans un jardin au pied d'un bosquet de lilas. Aussitôt, la mère Michel courut dans le jardin où, comme vous le pensez, elle ne trouva point celui qu'elle cherchait. Durant toute la journée, Lustucru se plut à lui donner de fausses joies, suivi d'un redoublement de tristesse. La mère Michel, lui disait-il tout à l'heure en passant près de l'office, j'ai cru y entendre une espèce de miaulement. Et la mère Michel s'empressait de visiter l'office. Ou bien il arrivait tout essoufflé auprès d'elle pour lui crier « Nous le tenons enfin! Je suis presque certain qu'il est à fureter dans la cave. » Et la mère Michel s'aventurait sous les voûtes sombres de la cave, où elle ne rencontrait que des rats. Ce fut vers le soir que Lustucru prononça les paroles dont la chanson populaire nous a transmis le souvenir. « Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Il est dans le grenier qui fait la chasse aux rats, avec un fusil de paille et un sabre de bois. » Ces mots étaient empreints d'une raillerie amère dont le père Lustucru n'avait pas su modérer l'expression. Prétendre que Moumoute poursuivait les rats avec un fusil de paille et un sabre de bois, c'était supposer un fait complètement invraisemblable, car on n'a jamais vu aucun chat se servir de pareilles armes. Mais les angoisses de la mère Michel lui avaient tellement troublé l'esprit qu'elle remarqua seulement ce qui pouvait lui donner une lueur d'espoir. « Il est dans le grenier !» s'écria-t-elle, sans faire attention au reste de la phrase. « Courons-y, mon cher monsieur, allons le chercher. Donnez-moi le bras, car je suis si inquiète, si troublée, si harassée de fatigue que je n'aurai pas la force de monter. » Tous deux se rendirent au grenier, et la mère Michel, une lanterne à la main, se promena dans les mansardes et sous les combles. Partout régnait le silence et la solitude. « Vous vous êtes encore trompé, murmura la mère Michel. « Non pas, répondit le méchant homme. Cherchons toujours, et nous finirons par trouver. Nous n'avons pas regardé là-bas, derrière les fagots. » La crédule mère Michel s'avança dans la direction indiquée, et, à la grande stupéfaction de Lustucru, le chat, qu'il croyait noyé, apparut, plein de force et de santé, et fixant sur lui des regards d'indignation. « C'est lui, c'est bien lui, dit la mère Michel en saisissant Moumoute entre ses bras. Ah, mon cher monsieur Lustucru, mon bon et véritable ami, que je vous remercie de m'avoir conduite ici. » Le maître d'hôtel n'était guère sensible à des compliments qu'il méritait si peu. Blême, glacé, immobile, il courbait la tête devant sa victime ressuscitée, dont il ne pouvait s'expliquer le salut. C'était pourtant chose toute simple. Moumoute, poursuivi par les chiens, était parvenu à franchir une muraille et de gouttière en gouttière, de jardin en jardin, de toit en toit, il avait regagné son domicile. Mais, craignant le ressentiment de son ennemi, il n'avait pas osé paraître et s'était caché dans le grenier. « Suis-je le jouet d'un cauchemar ?» se dit le père Lustucru. « Est-ce réellement ce coquin de Moumoute que j'ai là, sous les yeux, en chair et en os? N'est-ce que son ombre qui revient pour me tourmenter? Ce chat est donc le diable en personne. » Ce chat n'était pas le diable, mais la Providence avait veillé sur lui. Voilà, fin du chapitre 4, et bientôt je vous lirai le 5, le chat de la mère Michel,
lutte victorieusement contre son ennemi. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.